Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc oui, je suis Jérémy Coigny, chef de clinique en médecine générale à Marseille. J'exerce à la permanence d'accès aux soins de santé, et notamment à l'unité mobile à destination des personnes en demande d'asile, mais également co-gérant de la maison de santé Pessonnel. Alors, s'il m'est permis de commencer juste, on l'a vu, aujourd'hui les preuves ne suffisent plus. Si on veut transformer le droit commun, si on veut fédérer les énergies, les preuves ne suffisent plus. Je pense que ça peut potentiellement être plus engageant de parler de s'engager pour quelque chose que de lutter contre quelque chose. Donc je vais parler de s'engager pour l'équité en santé, mais rassurez-vous, l'objet de ma présentation n'est pas que de parler d'un changement de sémantique. Alors comment on s'engage pour l'équité en santé ? Parce que je reviendrai sur l'expérimentation d'exercices coordonnés participatifs. On peut s'engager pour l'équité en santé, même si on n'est pas dans une structure d'exercice coordonné participative. Et à commencer par le cabinet libéral isolé. Je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur qui s'appelle DJ. Je pense qu'il y a des DJ certainement dans la salle, mais je vais vous en raconter une. Donc c'est monsieur Didier Bueno qui s'est installé en l'an 2000 à Marseille, dans un des quartiers les plus précaires de la ville, et qui a souhaité s'engager dans l'équité en santé. En préparant cette plénière, je lui ai dit, écoute Didier, si je devais rendre compte de comment est-ce que tu pourrais décrire comment tu t'es engagé pour l'équité en santé, et il m'a dit facilité d'accès, s'adapter aux patients. Gladys a présenté le dispositif comment considérer les déterminants sociaux en santé. Quand on prescrit de l'insuline, est-ce que le patient a accès à un réfrigérateur ? Quand on prescrit n'importe quel produit pharmaceutique, est-ce que le patient a une complémentaire santé ? S'il n'en a pas, comment il va faire ? Voilà. S'adapter à la problématique du patient et recevoir la demande de manière inconditionnelle. Je rappelle que le refus de soins existe. Et puis, il s'est engagé dans la maîtrise de stage universitaire. Et en s'engageant dans la maîtrise de stage universitaire, il a pu arriver qu'en 2012, il rencontre une personne qui, 12 ans plus tard, présente comment s'engager pour l'équité en santé à une plénière du CNGE. En 2016, il est rejoint par ma confrère Dr Gégaud, qui est dans la salle, des paramédicaux, et qui se disent peut-être qu'on pourrait se structurer autrement. Dès 2016, l'idée existe, et en 2019, la maison de santé est labellisée. De 2019 à 2022. Qu'est-ce que permet l'exercice coordonné ? Il a permis de capter des financements pour la médiation en santé, sur lesquels mes collègues reviendront, pour l'interprétariat, pour le conventionnement ASALE, et donc des financements par le biais de collectivités locales, par les ARS, des financements du coup précaires qui se renouvellent tous les ans avec une réévaluation, il faut jongler et naviguer au sein de tous ces dispositifs. Ils ont permis des travaux d'accessibilité, là vous avez le même cabinet que vous aviez à la diapositive précédente. Et puis la structuration de l'exercice par le biais de protocoles pluriprofessionnels, notamment migrants ou dépistage et prise en charge de la tuberculose. Vient donc l'expérimentation structure d'exercice coordonné participatif. Qu'est-ce que c'est ? Alors avant de dire et de présenter qu'est-ce que c'est, dire qu'il y a une vingtaine de structures en France, donc, dont mes collègues de Strasbourg qui prendront la parole juste après. J'espère, s'il y a des collègues dans la salle, rendre compte fidèlement de ce qu'est pour vous l'exercice coordonné participatif. Et je m'excuse d'avance si vous aurez fait autrement. Alors, à l'inverse de la navigation dans les ARS et les institutions et les collectivités qui peuvent financer au cas par cas les projets, les structures d'exercice coordonné participative, elles ont été modélisées dans le cadre de l'article 51 de loi de finances pour la sécurité sociale en 2018, donc qui expérimente des nouveaux modèles de financement pour les établissements de santé. Et donc les financements ont été calculés en fonction des moyens employés, de la file active, du nombre de professionnels et des indicateurs de précarité. C'est la DGOS qui finance, enfin c'est la CNAM qui finance, c'est la DGOS qui finance par le biais de la CNAM.
Concrètement, ça veut dire quoi participatif? Ça veut dire impliquer le patient dans son projet de soins, dans le projet de santé, et pratiquer de l'aller vers. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce matin a eu lieu à la maison de santé un café accueil, il y en a 2 par mois. On ouvre les portes de la maison de santé et on partage des temps hors soins, en consultation avec les patients, donc, qui permettent de faire émerger des problématiques qui n'émergent pas en consultation. Là, vous avez une patiente qui est adhérente de l'association de la maison de santé, qui a construit, coordonné, porté et animé elle-même un atelier d'expression artistique. Là, vous avez mes 2 filles qui ont participé, mais je vous rassure, je lui ai rien demandé. Et elle a également fait ça pour des adultes. Là, vous avez notre assistante sociale que j'affiche du coup devant la France, qui fait des squats. Je l'ai prévenue, elle m'a dit OK. Qu'est-ce que c'est ça? À Marseille, de partout, hein, il y a des enfants qui n'ont pas de vacances. Il y a des enfants qui vivent à Marseille qui ne connaissent pas le parc Borély, qui ne connaissent pas les parcs municipaux, qui ne connaissent pas la mer. Et cet été, elles ont organisé avec notre psychologue des olympiades. Promotion de l'activité physique, renforcement du lien social, lutte, ou plutôt engagement pour l'équité en santé. Et là, vous avez une patiente encore, elle aussi adhérente de la maison de santé, victime de violence, qui propose un atelier pour d'autres patientes victimes de violence. Là, vous avez une autre patiente adhérente de la maison de santé qui a eu le plaisir et l'honneur de rencontrer la première dame lors d'un événement pour l'entrepreneuriat social. Je vais y arriver. Merci. Ça va, c'est pas filmé, c'est bon. Et là, alors j'ai fait un appel à mes collègues des structures d'exercice coordonné participative, et donc c'est Strasbourg qui a répondu. Donc je ne vais pas plus présenter l'action que ça, mais un événement à l'occasion de Octobre Rose et de la sensibilisation pour le dépistage du cancer du sein. Dans le concret, c'est 600 000 € par an pour nous, qui servent à rémunérer les libéraux pour la mise en place de la démarche et l'implication dans toutes les actions que je vous ai présentées. C'est les rémunérations hors libéraux, concrètement le recrutement de personnel, qui nous permettent de mettre en place tout un dispositif autour du patient et des populations vulnérables. Donc nous, on a 3 accueillants médiateurs, une médiatrice en santé, une assistante sociale, une infirmière de coordination des parcours complexes, de l'interprétariat et une psychologue. Donc là, vous avez toute l'équipe. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné en 2 ans 3 médecins généralistes de plus installés, une gynécologue de plus installée, une sage-femme de plus installée, 3 fois plus de patients en file active et 3 fois plus de patients en médecin traitant. À part ça, merci. À part ça, donc l'idée, les preuves ne suffisent pas, mais nos tutelles ont toujours besoin de plus de preuves. Donc on s'est engagé dans une étude observationnelle rétrospective d'études des parcours de soins titulaires de la CSS ou de l'aide médicale d'État qui ont bénéficié ou non d'une approche participative. On est en train d'analyser les résultats, hein, ce sont des résultats préliminaires que je vous présente. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que ce sont les personnes bien les plus précaires et qui ont une moins bonne qualité de vie liée à la santé a priori qui bénéficient de l'approche participative. Et on a retrouvé un moindre recours aux urgences au cours de l'année pour les patients qui ont bénéficié d'une action participative. Et il me semble que l'État recherche à faire des économies. Et donc c'est une expérimentation. Donc après 2025, il se passe quoi? Eh bien, on ne sait pas. Je crois que vous suivez aussi la question de la 4e année. Il y a des choses qui ne sont pas fixées. Voilà, on navigue. Donc, budget non voté. Alors, nos tutelles nous disent que ça va continuer. C'est sûr, c'est certain, mais on ne sait pas comment exactement. Et ce n'est pas marqué noir sur blanc. Bon. En tout cas, on y croit en avance. Mais c'est quand même un fait important de dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va continuer après 2025.
Du coup, il y aura plus de recours aux urgences et on dira c'est à cause des médecins généralistes. Alors, je vais finir juste pour vous partager 2-3 phrases. Donc, la prise en charge des personnes en situation de précarité relève des PASS ou de la médecine générale salariée. Moi, seul dans mon cabinet, je ne peux pas prendre en charge ce type de patient. Dans ce contexte, on ne peut pas monter des projets pour les populations vulnérables. En libéral, on perd de l'argent à prendre en charge les patients précaires. Sans la carte vitale, on n'est pas payé. Alors, je ne sais pas ce que vous évoquent ces phrases, et je finirai sur ça. Moi, ça m'évoque des fake news. Le problème, c'est qu'outre-Atlantique, un monsieur orange nous a montré qu'avec des fake news, on peut aller très loin. Et je pense que nous, communauté universitaire, nous avons une grande responsabilité pour éviter que des vérités parallèles s'établissent. Et je vous remercie.